Chapitre 8. La dernière nuit. Un soir, après dîner, M. Utterson était assis près du feu, se chauffant, quand il fut surpris de recevoir une visite de Poole. « Comment Poole? Qu'est-ce qui vous amène ici » s'écria-t-il. Et l'examinant de plus près, il ajouta. « Qu'y a-t-il? Le docteur est malade » Monsieur Utterson, répondit Poole. Il y a quelque chose d'extraordinaire. Asseyez-vous et buvez un verre de vin, dit l'avocat. Maintenant, prenez votre temps et expliquez-moi ce qui vous amène. Vous connaissez les habitudes du docteur, poursuivit Poole, et particulièrement celle qu'il a de s'enfermer. Eh bien, il est encore en ce moment-ci enfermé dans son cabinet, et je n'aime pas cela, monsieur. Que je sois frappé de mort si je l'aime, monsieur Utterson, j'ai peur. Allons, mon garçon, dit l'avocat. Soyez plus clair. De quoi avez-vous peur? Voilà plus d'8 jours que j'ai peur, fit Poole, s'obstinant à ne pas entendre la question qui lui était posée. Et je ne puis plus le supporter. Sa contenance appuyait la sincérité de ses propos. Ses manières étaient toutes changées, et il n'avait pas regardé l'avocat en face, sauf au moment où il lui avait, au début, fait part de sa terreur. Il était assis, tenant sur son genou le verre de vin auquel il n'avait pas touché, les yeux rivés au parquet. « Je ne puis plus le supporter, » répétait-il. « Voyons, » dit l'avocat. « Je crois que vous avez de bonnes raisons, Poole. Je vois qu'il doit être arrivé quelque chose de sérieux. Essayez de me dire ce que c'est. » « Je crois que mon maître est victime de quelque machination abominable, » dit Poole d'une voix rauque. « Victime » s'écria l'avocat très effrayé. « Quelle machination? Que veut-il dire ?»« Je n'ose rien dire, mais voulez-vous venir avec moi et vous rendre compte par vous-même » Pour toute réponse, M. Utterson se leva, prit son chapeau et son pardessus, tout en constatant avec étonnement l'impression de soulagement immense qui transforma le visage du maître d'hôtel. Mais son étonnement ne fut pas moindre quand, pour le suivre, il le vit poser son vin sur la table, sans même y avoir goûté. Il faisait froid au dehors, une vraie soirée de mars. La lune était pâle, penchée en arrière, comme si elle avait été renversée par le vent, lequel soufflait avec tant de violence qu'il rendait la conversation difficile et marbrait la figure des passants. Ceux-ci, du reste, étaient rares, chassés qu'ils avaient été par cette brise glaciale, ce qui faisait penser à M. Utterson qu'il n'avait jamais vu cette partie de Londres si déserte et si vide. Il aurait désiré bien ardemment qu'il en fût autrement, car de sa vie, il n'avait éprouvé un tel besoin de voir et de coudoyer des êtres humains. Il avait un pressentiment de calamité qu'il ne pouvait surmonter malgré tous ses efforts. Le vent et la poussière avaient envahi le square quand ils y arrivèrent, et les arbrisseaux du jardin fouettaient la grille de leurs branches. Poole, qui, pendant tout le trajet, avait marché un pas ou deux en avant, s'arrêta alors et, en dépit du froid piquant, ôta son chapeau et s'essuya le front. Cette sueur qu'il essuya n'avait pas été amenée par l'excitation de la marche, mais bien par quelques angoisses qui l'étranglaient, car il était très pâle et sa voix, quand il parla, était dure et cassée. « Eh bien, monsieur, nous y voilà. Que Dieu fasse qu'il ne soit rien arrivé de fâcheux. »« Amen, Poole, » fit l'avocat. Là-dessus, le domestique frappa avec précaution, la porte fut entr'ouverte, et une voix au-dedans demanda « Est-ce vous, Poole ?»« Oui, c'est moi, » dit Poole. « Ouvrez la porte. » Toutes les lumières du vestibule étaient allumées. Un grand feu flambait dans la cheminée, autour de laquelle tous les domestiques de la maison, hommes et femmes, s'étaient groupés. À la vue de M. Utterson, la femme de chambre éclata en sanglots hystériques, et la cuisinière s'élança vers lui, comme pour le prendre dans ses bras, s'écria « Dieu soit béni, c'est M. Utterson !»« Voyons, vous êtes tous ici ?» fit-il avec aigreur. « Vous agissez mal et d'une façon inconvenante. Votre maître serait loin d'être content s'il vous voyait. »« Ils ont tous peur, » dit Poole. Un profond silence suivit. Pas une protestation. Seulement la femme de chambre se mit à sangloter plus fort. « Taisez-vous, » lui dit Poole, avec un accent de férocité qui montrait à quel point il avait lui-même les nerfs agacés, et, par le fait, quand cette fille avait si soudainement élevé la note de ses lamentations, instinctivement, tous les autres domestiques s'étaient retournés vers la porte conduisant à l'intérieur de la maison, leur visage exprimant l'attente de quelque terrible apparition. « Maintenant, » continua le maître d'hôtel, s'adressant à un petit marmiton, « donne-moi une bougie, et nous procéderons de suite aux investigations. » Il pria alors M. Utterson de le suivre, et le mena au jardin derrière la maison. « Maintenant, monsieur, dit-il, marchez aussi doucement que possible. Je veux que vous puissiez entendre sans être entendu. Et tenez, monsieur, si par hasard on vous demandait d'entrer, ne le faites pas. » À cette conclusion,
Les nerfs de M. Utterson éprouvèrent une telle secousse qu'il en perdit presque l'équilibre. Mais il rassembla son courage et suivit le domestique dans la partie de derrière de la maison. Ils traversèrent l'amphithéâtre, toujours encombré de ses paniers et de ses bouteilles, et enfin arrivèrent au pied de l'escalier. Là, Poole lui fit signe de s'arrêter et d'écouter pendant que lui, avec un grand effort de résolution, posait la bougie à terre, gravissait les marches de l'escalier d'un pied quelque peu incertain et frappait à la porte recouverte de serge rouge. « Monsieur Utterson demande à vous voir, monsieur », appela-t-il, tout en s'agitant violemment pour faire comprendre à l'avocat de continuer à prêter l'oreille. Une voix se fit entendre dedans. « Dites-lui que je ne puis voir personne. » La voix avait un accent plaintif. « Merci, monsieur, » dit Poole, avec une note de triomphe dans la voix. Et reprenant la bougie, il fit repasser M. Utterson à travers la cour et le conduisit dans la grande cuisine. Elle était sans feu, et les criquets sautaient sur le plancher. « Monsieur, » demanda-t-il en regardant fixement M. Utterson. « Était-ce là la voix de mon maître ?»« Elle serait bien changée dans ce cas, » répondit l'avocat très pâle. « Changée, je le crois, » s'exclama le domestique. « Serais-je resté 20 ans au service de cet homme pour ne pas connaître sa voix ? Non, monsieur. On a fait disparaître mon maître. Il y a au moins 8 jours qu'il n'est plus là. Cela a dû être accompli le jour où nous l'entendîmes implorer à haute voix l'aide de Dieu. Mais ce qui est là et a pris sa place, Dieu seul pourrait dire ce que c'est, et aussi pourquoi cela reste là. » Tout cela est très étrange, Poole. Cela n'a pas de sens commun, mon garçon, dit M. Utterson, mordillant le bout de son doigt. Supposons que, comme vous le pensez, supposons que le docteur Jekyll a été assassiné. Enfin, quelle raison pourrait forcer l'assassin de rester ? Cela ne se tient pas. Cela est contre toute logique. Vous n'êtes pas facile à convaincre, monsieur Utterson, mais j'espère y parvenir quand même, dit Poole. Par exemple, je vous dirai que pendant toute cette semaine, lui, elle, ou enfin l'être quelconque qui habite ce cabinet, n'a cessé nuit et jour de demander à grands cris une espèce de drogue qu'on ne peut trouver à son idée. C'était quelquefois son habitude, l'habitude de mon maître, veux-je dire, d'écrire ce qu'il voulait sur un morceau de papier et de le jeter dans l'escalier. Nous n'avons pas vu autre chose cette semaine, rien que des morceaux de papier et une porte fermée. Même le repas que nous disposions sur le palier de la porte était entré en cachette, quand il n'y avait personne. Eh bien, monsieur, tous les jours, et 2 ou 3 fois par jour, nous n'avons eu que des ordres et des plaintes, des nouveaux ordres et des nouvelles plaintes. On m'a fait courir chez tous les pharmaciens en gros de la ville. À chaque fois que je rapportais la chose demandée, il y avait un autre papier me disant de le rapporter parce qu'elle n'était pas pure, et on m'envoyait dans une autre maison. Cette drogue doit être d'absolue nécessité, monsieur, quel que soit l'usage que nous veuillons faire. Avez-vous quelques-uns de ces papiers ? Demanda Utterson. Poole fouilla sa poche et en sortit un billet chiffonné que l'avocat examina attentivement en se rapprochant de la bougie. Il contenait ces quelques phrases. Le docteur Jekyll présente ses compliments à Madame Moll. Il leur assure que leur dernier échantillon est impur et ne peut lui être d'aucun service. En l'année 18, le docteur Jekyll en avait acheté une assez grande quantité à Madame Moll. Il vient donc les prier de chercher soigneusement, et s'il restait de la même qualité, de lui en envoyer immédiatement, sans aucune considération de prix. L'importance de ceci ne pourrait être exagérée. Jusque-là, la lettre était assez composée, mais à cet endroit, l'émotion de celui qui écrivait se faisait sentir. « Au nom de Dieu, trouvez-moi de l'ancienne. » « C'est une lettre bizarre, » dit M. Utterson. « Mais comment se fait-il qu'elle soit ouverte ?»« Le commis, chez M. Moe, était furieux, monsieur, et il me l'a jetée comme s'il avait eu peur qu'elle lui salisse les doigts, » répondit Poole. « Vous êtes sûr que c'est l'écriture du docteur ?» reprit l'avocat. « Cela lui ressemble, » dit le domestique, faisant la moue. « Mais que signifie l'écriture ? Je l'ai vue. »« Vous l'avez vue ?» s'exclama M. Utterson. « Que voulez-vous dire ?»« Voilà, » dit Poole. Une fois, j'entrai dans l'amphithéâtre venant du jardin d'une manière inattendue. Il était probablement sorti pour chercher son médicament ou autre chose car la porte du cabinet était entr'ouverte. Enfin, il était au fond de la salle, fouillant parmi les paniers. Il releva la tête quand j'entrai, poussa un cri, s'enfuit en haut et disparut dans le cabinet. L'apparition ne dura qu'un instant, mais les cheveux m'en dressèrent sur la tête. Monsieur, si c'était mon maître, pourquoi avait-il un masque ? Si c'était mon maître, pourquoi s'enfuyait-il en jetant un tel cri ? J'ai été à son service pendant assez longtemps, et alors ? Poole s'arrêta et se passa la main sur le visage. Toutes ces circonstances sont bien étranges, dit M. Utterson. Mais il me semble que je commence à débrouiller le mystère. Votre maître, Poole, a sans doute été saisi par l'une de ces maladies
qui déforme et torture le malade tout ensemble. De là, l'altération de sa voix, son masque et sa tendance à éviter ses amis. De là, son empressement à trouver ce médicament, duquel la pauvre âme attend quelque soulagement. Dieu veuille qu'il ne se trompe pas. Voilà mon explication. C'est déjà bien assez triste, Poole, et demande à être considéré. Mais c'est plausible et naturel. Cela se déduit bien, et nous délivre de toute alarme excessive. Monsieur, dit le maître d'hôtel devenu pâle. Cette chose n'est pas mon maître. Voilà la vérité. Mon maître... Il regarda autour de lui et baissa la voix. Mon maître est un grand et bel homme, et ce que j'ai vu ressemble plutôt à un nain. Utterson essaya de protester. « Oh, monsieur !» s'écria Poole. « Croyez-vous que je ne connaisse pas mon maître après 20 ans ? Croyez-vous que je ne sais pas où atteignait sa tête quand il passait la porte de son cabinet où je l'ai vu entrer tous les matins de ma vie ? Non, monsieur, ce personnage avec le masque ne fut jamais le docteur Jekyll, et j'ai la conviction qu'un meurtre s'est accompli. » Poole, reprit l'avocat, d'après ce que vous me dites, mon devoir est tracé. Je dois m'assurer. Autant j'ai de respect pour les désirs de votre maître, autant je suis intrigué par ce billet qui semble prouver qu'il est encore vivant, et je me considère autorisé à enfoncer cette porte. Ah, monsieur Utterson, voilà qui s'appelle parler. La question maintenant est de savoir qui va se charger de cette besogne. Reprit monsieur Utterson. Mais vous et moi, monsieur, fut l'intrépide réponse. Très bien, poursuivit l'avocat. Et quelles que soient les conséquences, je veillerai à ce que vous ne soyez pas la victime. Il y a une hache dans l'amphithéâtre, reprit Poole. Ce sera pour moi. Vous pouvez prendre le tisonnier de la cuisine. L'avocat s'arma de ce grossier mais lourd instrument et dit en le balançant dans sa main: Savez-vous, Poole, que nous sommes, vous et moi, en train de nous jeter dans une situation périlleuse ? C'est facile à deviner, monsieur, répliqua le maître d'hôtel. Alors, il vaut mieux parler à cœur ouvert. Nous en pensons tous les deux plus long que nous ne nous l'avouons. Soyons francs l'un avec l'autre. Cet individu masqué que vous avez vu, l'avez-vous reconnu ? Mais monsieur, il s'est enfui si vite. Ensuite, il était courbé, presque en deux, ce qui fait que je pourrais à peine affirmer l'avoir reconnu. Cependant, si vous voulez dire, était-ce Hyde ? Eh bien oui. Là, je crois que c'était lui. Vous voyez, c'était à peu près la même hauteur et la même démarche que la sienne. En résumé, quelle autre personne pourrait être entrée par la porte du laboratoire ? Vous n'avez pas oublié, monsieur, qu'au moment du meurtre, il avait toujours la clé ? Mais ce n'est pas tout. Avez-vous, monsieur, jamais rencontré Hyde ? Oui, je lui ai parlé une fois. Alors vous devez savoir comme nous tous qu'il y avait quelque chose d'étrange chez ce monsieur, quelque chose qui vous faisait peur. Je ne sais pas très bien l'expliquer, monsieur, excepté que sa vue vous faisait froid jusqu'à la moelle des os. Je dois avouer avoir ressenti quelque chose comme cela, dit monsieur Utterson. À merveille, reprit Poole. Eh bien, monsieur, pendant que cette créature masquée sautait comme un singe parmi les appareils de chimie, en s'enfuyant dans le cabinet, un froid glacial me saisit et me courut tout le long de l'épine dorsale. Oh, je sais que ce n'est pas une preuve, monsieur Utterson. J'ai assez appris pour savoir cela, mais on a de ces sensations, et je vous jure sur la Bible que c'était monsieur Hyde. Oui, mes pressentiments me portent à vous croire. Une relation pareille ne pouvait amener que des malheurs. Oui, vraiment, je vous crois. Je crois que ce pauvre Henry a été tué, et je crois que son meurtrier, dans quel but, Dieu seul le sait, est encore aux aguets, dans le cabinet de sa victime. Enfin, soyons les vengeurs. Appelez Brocho.